Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée au sommaire de l'actualité. La première séance publique de la deuxième session ordinaire de la 7e législature de l'année 2015-2016 de l'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui. Vous suivrez dans cette édition les débats des parlementaires ainsi que la réponse du Premier ministre et François Hollande en quête de soutien. Le président français doit recevoir la chancelière allemande avant de rencontrer le président russe à Moscou. La mise en place d'une grande coalition face à l'État islamique sera au menu des discussions. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. La première séance publique de la deuxième session ordinaire de la 7e législature de l'année 2015-2016 s'est tenue à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, les membres du gouvernement ainsi que les élus du peuple ont préparé à cette première séance publique. Sept projets de loi ont été à l'ordre du jour, des projets qui ont tous été adoptés. La nouveauté d'aujourd'hui a été en effet à l'introduction dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le jeune député Saïd Hussein Roble, suppléant de feu Ismail Gedi Hared. Il va désormais siéger aux côtés de ses collègues à l'Assemblée nationale. Saïd Hussein Roble, âgé de 25 ans, est le plus jeune qu'a connu l'Assemblée nationale. Et actuellement, il poursuit une formation en médecine. Il est à sa 6e année. Il va bientôt partir en Tunisie pour continuer ses études. Le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés lui ont tous souhaité la bienvenue aux jeunes députés. Continue ses études. Le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés ont souhaité tous la bienvenue aux jeunes députés. Permettez-moi tout d'abord de vous dire l'immense bonheur de vous retrouver de nouveau dans cet auguste cénacle de la représentation nationale et de vous souhaiter la bienvenue pour cette plénière de la session ordinaire 2015. Avant d'aborder ensemble l'objet de notre séance d'aujourd'hui et conformément aux prescriptions du règlement intérieur, je voudrais au préalable donc procéder à l'admission de suppléants de notre défunt collègue Feu Ismail Gedi Hared. Il s'agit de l'honorable Saïd Hussein Roble que j'invite à rejoindre le banc de l'hémicycle et de prendre place aux côtés de ses collègues élus de la nation en ayant conscience qu'il est désormais au service du peuple souverain uniquement et pleinement. Je vous invite donc de l'applaudir. Voilà, donc 7 projets de loi ont donc été à l'ordre du jour et le président de l'hémicycle a ouvert la séance. Ensuite, les parlementaires et les membres du gouvernement ont débattu sur les 7 projets de loi. Voici l'ambiance qui a régné ce matin à l'Assemblée nationale. Je vous propose de suivre les débats des parlementaires. Ma question, c'est le budget rectificatif. Avant que l'Assemblée se prononce sur le budget rectificatif, ce budget est déjà exécuté parce qu'elle est en retard. Elle a peu de l'utilité à discuter sur puisqu'elle a été exécutée. Donc, le retard, parce qu'on en parle à maintes reprises, mais jusqu'à présent, elle n'a pas été respectée. Je veux que le ministre tienne compte à ça. Le budget rectificatif est là pour corriger et apporter les mesures d'adaptation entre la prévision et l'exécution en tenant compte des changements qui ont eu lieu au cours de 7 et 8 premiers mois de l'année. Il peut y avoir de nouvelles ressources, il peut y avoir de nouvelles dépenses, de nouvelles charges qu'il faut corriger. Et c'est ça le but du budget rectificatif. Et ce budget n'est pas encore exécuté en totalité. Monsieur le ministre, ma question est, qu'en est-il des recettes de ces contraventions et la réflexion sur d'autres moyens qui permettront à nos ressources propres de s'accroître? Merci. C'est vrai, l'installation des feux de circulation, on introduit d'abord une discipline dans notre circulation. Tout le monde a remarqué que la majorité, si ce n'est pas 99,99% de la population respecte le feu rouge. On voit de temps en temps
quelques brebis égarées qui fraudent, mais ce sont une minorité. Et lorsqu'ils sont verbalisés, les verbalisateurs détiennent un carnet de quittances du trésor qu'ils délivrent. Faute de quoi, si on entend de temps en temps que certains chauffeurs paient directement aux policiers, si ces gens-là, ils font ça par ignorance, je pense que c'est par ignorance, c'est notre devoir de sensibiliser nos concitoyens. C'est à chaque fois qu'un citoyen paie dans un bureau de l'argent, il faut qu'il exige une quittance du trésor. Je voudrais poser une question sur les retraités. Les mesures qu'on vient de nous annoncer sont certes de bonnes mesures. C'est un début. Cependant, nous savons que des retraités qui vivent à l'étranger, pour les retraités qui vivent à l'étranger, il y a une loi qui stipule que si un retraité reste plus de 3 ans sans rentrer au pays, il perd toutes les pensions relatives à ces années. Ce qui me paraît être injuste. M. Abdou pense donc que cette mesure est bonne, mais que les retraités qui vivent à l'étranger donc perdent le bénéfice de leur retraite au bout de 3 ans. Mais vous comprenez très bien, M. Abdou. Et je comprends très bien, parce qu'il y a ici les questions de fraude. M. Abdou, il y a des gens qui touchaient au préalable des retraites de parents, de cousins, de frères, de sœurs, qui étaient décédés depuis plusieurs années auparavant. Quand même, M. Abdou, vous qui êtes honorable député, vous ne voulez pas que ça puisse perdurer. Quelqu'un qui est vivant, il doit se présenter. On laisse la possibilité à la personne une retraite trimestrielle. On lui donne 2 trimestres. Et au bout du 3e, il faut que la personne se présente. Si la personne n'est pas là physiquement, c'est qu'elle, pour nous, elle est morte. La question que je vais poser au ministre de l'Emploi, est-ce que l'État s'acquitte-t-elle des cotisations sociales de ses employés conventionnés qui accusaient un retard record préjudiciable à cette noble institution? Est-ce que le ministre peut nous dire combien coûte aux caisses nationales de retraite le fait de se priver de 10%? Ça doit être récompensé par où s'il y a un manque à gagner à ce prélèvement? Le manque à gagner pour la CNSS, ce manque à gagner qui a été repris aussi par M. Ali Adouita, le manque à gagner pour la CNSS pour la suppression de l'impôt de solidarité de 10% a été de 190 millions de francs djibouti. Ce manque à gagner, c'est un sacrifice pour la CNSS, mais ce sacrifice a été supplanté par le fait de faire preuve de solidarité envers nos aînés, envers les retraités qui avaient, comme vous l'avez dit, monsieur le député, qui réclamaient cette mesure depuis très longtemps. Donc, ce manque à gagner, nous l'oublions pour le geste et la solidarité que nous avons effectué envers les députés. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a pris ensuite la parole en répondant aux questions des députés. Voici les réponses du Premier ministre. Je voudrais dire ici que les infrastructures de base, c'est le développement. La route, c'est le développement. Le port, c'est le développement. Les barrages, c'est le développement d'un pays. Donc, ne soyez pas très inquiets, puisque le port de Tadjoura sera capable de rembourser lui-même tous ces prêts qu'on a contractés. Et c'est le port international de Djibouti qui a l'affaire en main et non pas l'autorité du port. L'autorité du port et des zones franches, lui, c'est le président. Mais l'exécution appartiendra au port international de Djibouti. C'est le PAID. Maintenant, ce sera donc le PAIT, Tadjoura. Donc, sachez-le, si par exemple on emprunte pour faire financer d'autres programmes ou des programmes d'infrastructure, quand on dit infrastructure, il n'y a pas de problème.
le jour où on a fait la route de l'unité. On disait que cette route n'est pas rentable. Pourquoi vous le faites? Le défunt Goulet a dit, c'est politique d'abord. C'est parce qu'il faut relier le sud au nord du pays. Et ça a été fait. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il a une certaine rentabilité. Alors qu'avant, tout le monde disait, non, c'est trop capitalistique, on ne pourra pas financer ce programme-là. Et pourtant, on l'a financé. Actuellement, on est en train de doubler, tripler ces routes. Pour vous dire tout simplement, messieurs les députés, que tout ce qui est infrastructure, c'est la base d'un développement d'un pays. Il faut que vous le sachiez. Moi, je ne suis pas économiste, mais tout ce que j'ai appris comme rudiment, c'est cela. C'est, si vous voulez un pays qui se développe, eh bien, il faut investir dans les infrastructures. Et dans un communiqué, la République de Djibouti conclut son contre-interrogatoire d'Abdrahman Boré et des témoins de DP World dans l'affaire soumise à la Haute Cour du Royaume-Uni, Londres. Le 24 novembre dernier, l'avocat principal de la République de Djibouti a récemment achevé son contre-interrogatoire d'Abdrahman Boré, l'ancien président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, et celui d'un certain nombre de témoins de l'opérateur portuaire de DP World. Au cours du contre-interrogatoire qui a duré 4 jours devant la Haute Cour à Londres, les demandeurs ont accusé M. Boré d'avoir accepté des pots de vin de DP World afin de favoriser l'obtention des conditions commerciales plus avantageuses pour Dubaï dans ses transactions avec la République de Djibouti. Les demandeurs ont soutenu qu'en acceptant des pots de vin d'entités publiques de Dubaï, M. Boré a violé ses obligations en qualité de représentant et de négociateur principal de Djibouti et a porté atteinte à la position de Djibouti à propos de la construction, du fonctionnement et de la gestion du terminal à conteneurs de Doralé. La République de Djibouti a en particulier accusé M. Boré d'avoir délibérément dissimulé des informations au gouvernement et d'avoir secrètement reçu des paiements indus à titre personnel. Confronté à ces questions, M. Boré a concédé avoir reçu la somme de 500 000 $ par an de DP World sous la forme d'un honoraire de service de conseil par l'entremise d'une société offshore sous son contrôle S-Flamme. Il a également reconnu que DP World avait payé ces montants sur des comptes bancaires suisses. Les documents relatifs au transfert de fonds ont été fournis à la République par les autorités suisses. Un examen de contrat de conseil a révélé que les prétendus services n'avaient jamais été fournis et que dans le cas qu'il aurait été fournis, ils le furent en secret et en violation de ses obligations. Le juge a dénommé ces contrats comme des impostures. Au cours de sa déposition, M. Boré n'a pas crédité le fait qu'au travers des paiements reçus dans le cadre des services de conseil S-Flamme et d'un autre contrat relatif à des services de sécurité, il avait reçu plus de 1,3 million de francs américains de DP World. M. Boré a admis devant la Cour qu'il n'avait pas avisé le président de l'existence de ces contrats ni des paiements, en prétendant qu'il ne pensait pas que cela soit nécessaire. Dans le même ordre d'idées, M. Boré a obtenu, sans en informer le président, la promesse d'obtenir une participation de 15% dans la filiale locale de DP World Djibouti, qui était la co-entreprise partenaire de Djibouti dans le terminal à conteneurs de Doralé. Par la suite, M. Boré recevrait une participation indirecte de 5% dans le terminal à conteneurs de Doralé. Tout d'abord au prix $1, puis à un prix considérablement réduit par rapport au cours du marché. En obtenant cette participation à titre personnel, M. Boré envisageait de recevoir 5% des dividendes, de 15% de frais de gestion de DP World pour la durée de la convention de concession de 50 ans. Conjointement, M. Boré a accepté une redevance de tout juste de 5% au bénéfice de la République, sans aucune indication
Kiley. Un quelconque moment tente de négocier au nom de la République une redevance supérieure qui soit plus compatible avec les normes de l'industrie. Eh bien, lorsque l'avocat de la République a présenté les preuves des pots de vin aux témoins de DP World, y compris à l'ancien responsable pour le pays et à un représentant de leur opération internationale, ils ont chacun déclaré qu'ils n'avaient aucune connaissance de ces accords et qu'ils ne pouvaient pas se formuler sur la question de savoir si les paiements effectués en vertu de ces accords constituaient ou non des pots de vin. Eh bien, M. Bourrine a notamment fait appel au cas officiel de haut niveau de DP World afin de réfuter les allégations de corruption. Le juge a en effet particulièrement remarqué leur absence. Il n'y a pas Mohamed Sharaf, directeur général de DP World par exemple, pas de Sultan Ahmed Ben Sulayem, le président de DP World. Nous avons entendu le directeur financier qui était fort sympathique, mais qui ne nous a vraiment pas aidés. C'est ce qu'a remarqué le juge. En ce qui concerne le terminal pétrolier Horizon, M. Bourré a négocié avec Enoch et a secrètement obtenu pour lui-même une participation de 30% dans le terminal, alors tout en obtenant qu'une participation de 10% pour la République. M. Bourré a alors perçu 1,38 million de dollars dans le cadre d'un autre contrat de conseil qui à nouveau n'avait rien en commun avec des réels services. Lorsque l'avocat du demandeur a qualifié ce contrat de bidon, M. Bourré a répondu: je n'ai pas rédigé ces documents, je ne lis pas de documents. Dès lors qu'il me payerait, j'ai signé. M. Bourré soutient ainsi que les accusations de la République de Djibouti à son encontre sont motivées par des motifs politiques et qu'il a été opprimé par le président de la République depuis 2007. Cependant, lors du contre-interrogatoire, M. Bourré a admis qu'il ne s'était pas intéressé à la politique, qu'après avoir quitté Djibouti en 2008. Il a également admis que lors de son départ de Djibouti en 2008, il était en bon terme avec le président. Nous nous sommes quittés en paix, en de bons termes. En dernier lieu, et c'est peut-être la question la plus importante, M. Bourré n'a pas expliqué pour quelle raison le président pourrait même le considérer comme un rival potentiel à la présidence, puisqu'en vertu de la constitution de Djibouti de 1992, les personnes ayant une double nationalité comme M. Bourré ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles. Le procès se poursuit avec des témoignages concernant les législations françaises et djiboutiennes. Dans le reste de l'actualité ce soir, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec l'UNICEF, a procédé à une cérémonie de remise de kits bureautiques et informatiques destinés à des comités de gestion communautaire basés à Djibouti, dans la localité de Dameljouk. Asma Mahamoud nous en dit plus. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme communautaire de promotion et protection des droits humains Salam, exécuté par l'UNFD avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, implanté dans 27 sites répartis dans la capitale et les 5 régions de l'intérieur. Ce programme, initié en 2008 sous le leadership du ministère de la Promotion de la Femme, avait été mené jusqu'en 2013 par une ONG internationale, l'ONG Tostan. Depuis 2014, la responsabilité de l'exécution de ces programmes a été confiée à l'UNFD. On prit part à cette cérémonie la secrétaire générale de l'UNFD par intérim, Mme Fatouma Moussa, les représentants de l'UNICEF par intérim, Monsef Mola, les présidents des communes de Bouaous et Balbala, Saïtanyale et Youssouf Nuhou, la coordinatrice des projets de l'UNFD, Ruqaya Ali, et la chargée des programmes protection de l'UNICEF, Fatia Omar. Des kits bureautiques informatiques d'une valeur totale de plus de 4 millions de francs Djibouti seront fournis à une vingtaine de comités de gestion communautaire. Nous avons de bienvenue prononcé à cette occasion, la coordinatrice de projet de l'UNFD, Mme Ruqaya Ali, a indiqué que c'est avec un grand plaisir que l'UNFD prend part à la cérémonie de remise d'équipements destinée à renforcer la réalisation des missions des comités de gestion dans le cadre du programme communautaire de promotion et protection des droits humains. Les comités basés à Djibouti et Dameljouk ont signé une convention de don avec l'UNFD et se sont vus remettre au cours de cette cérémonie un lot comprenant des ordinateurs, des onduleurs, des appareils photo et du matériel bureautique. Rappelons que les programmes communautaires de promotion et protection des droits humains Salam visent à promouvoir et protéger les droits des enfants et des femmes.
Et autre nouvelle également, dans le cadre du renforcement des capacités du personnel du MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé cette semaine 2 formations sur la gestion préventionnelle des effectifs des emplois et des compétences et sur la gestion financière du MENFOP. L'ensemble des techniciens et au cadre du MENFOP en charge de la planification et de gestion financière du système éducatif vont ainsi bénéficier de cette formation, assurée par M. Georges André, expert international en ressources humaines, et Christian Hadzoun, expert en gestion financière. Ces formations s'inscrivent dans le cadre d'une série de formations destinées au cadre du MENFOP et financées par le projet Appui aux capacités institutionnelles et de gestion de l'éducation et de la formation. Elles ont pour objectif d'assister les cadres du MENFOP dans l'appropriation d'un important outil de la gestion préventionnelle appelé modèle de simulation des systèmes éducatifs destiné aux responsables administratifs et financiers du MENFOP. Cet outil permet de prévoir de manière ternielle toutes les dépenses d'investissement et de fonctionnement du MENFOP afin de mieux déterminer les besoins en financement, contribuer au bon fonctionnement du système éducatif djiboutien et renforcer ainsi la qualité et le rendement des services éducatifs. Les participants de cette formation ont exprimé leur attente et ont remercié vivement le ministère de l'Éducation nationale qui leur a donné cette opportunité et qui est toujours à l'œuvre afin de valoriser les compétences et les rendements du personnel du MENFOP. Besoin de financement. Et cette image de l'Association pour la protection de l'environnement et la promotion du sport et de la culture de quartier 6, en étroite collaboration avec le service d'hygiène, qui a mené ce matin une action d'assainissement, et ce, en présence du membre de l'association, les jeunes du quartier et le comité du quartier, ainsi que les leaders communautaires. Cette opération d'assainissement intervient suite au problème de prolifération des mouches et des moustiques constatés ces derniers temps dans les différents quartiers de la capitale. C'est dans cette optique que l'Association pour la protection de l'environnement et la promotion du sport et de la culture de quartier 6 ont procédé à la distribution de produits fournis par le service d'hygiène afin que les ménages puissent les utiliser dans leur latrine pour lutter contre toutes sortes de prolifération des mouches et des moustiques, et cela dans le but d'éviter des maladies relatives aux problèmes. De la route. Direction Tajoura, où le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec une ONG, a organisé une cérémonie de distribution des kits d'irrigation goutte à goutte et des matériels agricoles, et ce au profit de membres de la coopération agro-pastorale et financée par l'Union européenne. Elle a été mise en place une session de formation technique marchère aux agriculteurs et propriétaires des périmètres agricoles sélectionnés dans chaque coopérative de Sagalou et Ouéa. Cette cérémonie de distribution entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la seconde phase du projet de renforcement des capacités ménagériales et productivité des coopératives agro-pastoraux. Pour plus d'efficacité, la formation se déroulera sur un des périmètres sélectionnés dans chaque coopérative. Les différents bénéficiaires seront mis à contribution pour les travaux démonstratifs tels que l'opération de préparation, d'aménagement du sol et d'installation du kit d'irrigation goutte à goutte. Intégré, inclusif pour le secteur de Sagalou qui est, disons, comme vous le savez, très stratégique dans le domaine de l'agropastoralisme. Dans le cadre de la deuxième phase du projet de renforcement des capacités managériales et productives de coopératives agropastorales, mise en œuvre par l'ONG PLA en partenariat avec ACF et financée par l'Union européenne. Les équipements agricoles que vous allez recevoir aujourd'hui sont composés de 21 kits réservoirs, 21 kits de goutte à goutte, 14 réservoirs et 10 motopompes.
Eh bien, on reste toujours à Tadjoura où le comité de l'annexe de la ville blanche a offert hier un don de date au CMH de Tadjoura. La distribution de ce don s'est déroulée en présence du préfet adjoint et du président du conseil régional, Hassan Hussein. Le médecin-chef de la région n'a pas manqué de remercier le président de l'annexe, Ali Mohamed Ali Gadile, pour ce noble geste qui apportera un soutien nutritionnel riche en vitamines aux malades. Le président de l'annexe a précisé que son comité pérennisera davantage ces genres d'actions. Je remercie au nom du CMH de Tadjoura, le président du LDB de Tadjoura, pour avoir réalisé un acte qui permet d'apporter des nutriments aux patients tuberculeux. Et nous espérons que ce genre d'acte se renouvellera dans le futur. Cette distribution de dons s'inscrit dans le cadre de notre engagement vis-à-vis de notre population, où qu'il soit, surtout à l'égard des plus démunis. Le DAT étant par nature un élément énergétique, nous pensons qu'il constituera un complément au traitement dispensé aux malades. Nous comptons renouveler ce genre d'action chaque fois que le besoin se fera sentir. Et dans la page nécrologie de ce soir, le préfet par intérim de la région de Dikil, M. Youssouf Ali Higuet, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille de feu Hussein Mohamed Hergueye, décédé ce midi à Djibouti. Le défunt était un grand commerçant de Dikil et également membre de la société de Sodjik. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Actualité dans la région et particulièrement en Somalie, où le pays organise son premier salon de l'emploi à Mogadiscio pour prévenir contre le manque d'emploi. Des compagnies locales et étrangères basées en Somalie se sont rendues pour assister à cet événement. Eh bien, les bénéficiaires de ce premier salon de l'emploi sont des centaines de jeunes filles qui viennent d'être diplômées partout dans le pays. Les organisateurs de cet événement veulent agir comme un lien entre les jeunes diplômés des universités et les employeurs potentiels. Le secteur privé du pays est encore fragile et ne peut pas absorber un nombre élevé de nouveaux diplômés. Plus de 70% de la population est constituée de jeunes et plusieurs d'entre eux sortent diplômés des universités chaque année. Les organisateurs de cet événement veulent que les compagnies locales et étrangères donnent l'opportunité aux hommes ainsi qu'aux femmes dans ce pays. Après l'actualité régionale, place maintenant à l'actualité internationale. Après s'être entretenu avec Barack Obama à Washington, le président français Hollande doit recevoir la chancelière allemande avant de rencontrer le président russe à Moscou. Au menu des discussions, la mise en place d'une grande coalition face à l'État islamique. À peine de retour de Washington où il a affiché son unité avec Barack Obama dans la lutte contre le groupe État islamique, le président français François Hollande a reçu aujourd'hui la chancelière allemande Angela Merkel avant de rencontrer demain le président russe Vladimir Poutine à Moscou. Mais la grande coalition face à l'État islamique reste hypothétique car au-delà de la volonté occidentale de faire front contre l'organisation djihadiste qui a revendiqué les attentats du 13 novembre à Paris, les divergences avec la Russie sur la Syrie sont toujours aussi présentes. Nous sommes tous français, a lancé dans la langue de Molière le président américain au cours d'une conférence de presse à la Maison Blanche qui n'a pas lieu à aucune annoncée spécifique. Les deux dirigeants se bornant à plaider pour l'intensification des échanges de renseignements. Le marathon diplomatique entamé par le président français pour mieux coordonner le combat contre l'État islamique risque par ailleurs d'être mis à mal par la destruction d'un avion de combat russe abattu hier à la frontière syrienne par la Turquie, pays membre de l'OTAN. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.